Bonjour à tout le monde, bienvenue. Merci d'être là. Ça a été une longue journée pleine de défis. C'est un peu moche dehors, alors vous avez pris la bonne décision en venant nous voir, assister à notre atelier. Je suis Annick Malenfant, je suis conseillère pédagogique en français langue seconde au primaire à la Commission scolaire English Montréal. Et puis, j'ai la crème de la crème ici aujourd'hui avec moi en, cette fin de jeudi. J'ai à mes côtés des expertes de la grammaire et puis ça me fait vraiment plaisir de vous les présenter. Donc, dans un premier temps, je ne vais pas nécessairement dans cet ordre-là, mais je vais y aller en fonction de leur présence, en fait, de l'ordre dans lequel elles se présentent à mon écran. Alors, vous la connaissez probablement tous et toutes, on a Claude Quevillon-Lacasse qui est avec nous, présidente de la QFLS. Je pense qu'elle va s'écraser par terre bientôt. On vient juste de terminer un autre atelier et elle n'a pas arrêté, mais elle semble être encore vigoureuse. Donc, on parle de grammaire. On parle de grammaire. Alors, elle est là, elle est au rendez-vous. Passionnée, ouais. Elle est passionnée. Julie Paré de Learn Québec, une autre collègue avec qui c'est toujours très agréable de travailler. Et je vous présente mes deux collègues de la Commission scolaire English Montréal, donc Sophia Kellinin de l'École Pierre de Coubertin et Emilia Corsemova, qui est de l'École Willingdon, deux enseignantes passionnées du cycle 2. Donc, elles enseignent toutes les deux en 4e année cette année. Et c'est avec elles on s'est lancé dans cette belle aventure. C'était un projet PIDIG d'exploration de la grammaire, comment faire autrement. Et je vous fais une petite mise en contexte. Je vous ai un peu le début de la présentation, puis lors des diapositives, mais on en vient à bout quand même. D'où est née cette idée de trouver des collaboratrices pour explorer la grammaire. Écoutez, c'est ma 14e année comme conseillère pédagogique et puis j'entends année après année, mois après mois, semaine après semaine, des enseignants, des enseignantes qui me disent « Mais ils ne savent rien, ils sont rendus en 5e année, en 6e année, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas parler, ils ne savent pas faire ceci, ils ne savent même pas conjuguer le verbe avoir, le verbe être. » Qu'est-ce qu'ils font en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année? Puis on entend les profs d'université qui disent la même chose à propos de ce qui se passe au collégial et ainsi de suite. On se lance la balle, mais pour ceux et celles qui sont les artisans de ce système éducatif, on sait très bien que ce n'est pas faute de s'engager dans notre enseignement, de faire des efforts, que les choses sont telles qu'elles le sont. Si les enfants ne retiennent pas les concepts, ce n'est pas parce qu'on ne leur a pas enseigné, mais c'est fort probablement parce que la façon dont les choses ont été faites n'aura peut-être pas permis, justement, de retenir, de solidifier, de faire en sorte que ça colle, ces notions-là. Et les difficultés au niveau du transfert, vous en êtes tous conscients, conscientes. Et c'est la raison pour laquelle je me suis adjointe mes collègues expertes en grammaire pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait explorer les activités de grammaire un peu autrement. Donc, dans le cadre de ce projet-ci, le « autrement », ça signifie quoi? Ça signifie d'une part travailler à partir de la littérature jeunesse, mais aussi et surtout travailler de par une approche axée sur l'observation, une approche à la découverte. Pour ceux et celles qui sont familiers ou qui ne le sont peut-être pas, familières avec la progression des apprentissages en français langue seconde au primaire, vous savez que la majorité des énoncés qui sont proposés dans la progression, ça commence par le verbe « observer ». Malheureusement, c'est souvent omis, on met ça de côté, puis tout de suite, on passe aux exercices pratiques, alors que c'est peut-être pas la meilleure façon de procéder. Et c'est ce dont on veut vous parler aujourd'hui. On veut vous parler d'une approche à la découverte, axée sur l'observation, et c'est ce qui a été développé par les enseignantes Sophia et Emilia, avec qui on a travaillé pendant presque toute l'année d'ailleurs, sur ce projet-là. Donc, si on regarde un peu les objectifs et le plan de l'atelier, donc dans un premier temps, je suis en train justement de faire le numéro 1, la mise en contexte du projet, d'où c'est né. Julie vous parlera rapidement de la démarche générale qu'on a adoptée, qu'on a suivie, et de la démarche tout particulièrement d'observation grammaticale qui nous a été proposée par Claude. Donc, qui est vraiment notre experte au niveau grammaire. Par la suite,
Claude poursuivra la session en vous parlant un peu plus spécifiquement de c'est quoi là justement le genre des noms, d'où ça vient, est-ce qu'il y a des généralités qu'on pourrait exploiter, donc des connaissances générales à ce sujet-là. Et le quart de notre présentation, on va laisser la parole à nos deux enseignantes qui vont nous présenter la séquence d'activités qu'elles ont développées. On poursuivra par la suite au point 5 avec un retour sur la mise à l'essai parce que toutes les deux ont fait l'essai des activités créées avec leurs élèves de 4e année. Et puis finalement, si le temps nous permet, on vous partagera des ressources qui, en fait, les ressources qui ont été préparées, créées dans le cadre de ce projet-là, mais également des ressources que mes collègues conseillers pédagogiques à la Commission scolaire English Montréal et moi-même avons créées avant de connaître la démarche d'observation. Donc, les ressources sont peut-être pas aussi bonnes, mais je pense que vous pourriez en tirer quelque chose. Je vous laisse regarder rapidement les objectifs de l'atelier. Je les ai déjà pas mal mentionnés. Tu veux que je les passe, Annick? Oui. Oui, je pense que j'en ai pas mal parlé. J'ai effleuré le tout. Parfait. Laisse la parole à Claude. Merci, Annick. Donc, comme Annick l'a mentionné, il était question un peu de défricher, donc d'explorer d'autres façons de travailler la grammaire en classe de français langue seconde, de façon à ce que ça entre mieux, en fait, dans la tête de nos cocos. Donc, tout d'abord, un principe à la base du projet, c'est l'importance de contextualiser la grammaire. Donc, plutôt que d'utiliser des exercices grammaticaux qu'on retrouve fréquemment sur Internet, dans le matériel didactique qu'on nous invite à utiliser, on va y aller vers quelque chose de plus contextualisé à ce que vivent les apprenants, les élèves. Le problème avec le matériel didactique, c'est que c'est très rarement en lien avec ce qu'on fait en classe réellement. Le thème qu'on veut traiter, les textes qu'on veut aborder, etc., les défis, les caractéristiques de nos apprenants. Donc, c'est très, très souvent un peu décalé par rapport à la réalité de chaque groupe classe. Pourquoi il faudrait contextualiser la grammaire? Tout d'abord, c'est que ça permet le transfert des connaissances apprises dans d'autres contextes, surtout en production orale ou écrite, ce qu'on vise ultimement. Donc, oui, on veut enseigner des notions, mais en fait, c'est parce qu'on veut qu'ils les utilisent, les élèves, lorsqu'ils produisent la langue. Ensuite, ça permet de rendre la grammaire plus accessible et plus signifiante. Donc, la grammaire fait sens parce qu'elle se retrouve dans de réels contextes. Elle ne se trouve pas seulement dans un cahier scolaire. Elle est partout, elle est dans tout contexte qu'on va aborder avec les élèves. Elle devient aussi accessible parce qu'elle est dans les textes que les apprenants comprennent, utilisent, etc. Par ailleurs, quand on contextualise la grammaire, ça permet de travailler d'autres stratégies d'apprentissage des élèves qui sont transversales, qui vont pouvoir réutiliser dans d'autres disciplines ou pour d'autres apprentissages. Donc, ça va développer le type d'activité qu'on va vous proposer, ça va développer leurs habiletés inductives, c'est-à-dire leurs habiletés à observer des régularités dans la langue, ce qui va participer au développement de leur conscience métalinguistique, c'est-à-dire ce qu'ils comprennent du fonctionnement de la langue. Et ça va également développer leur autonomie parce que on ne sera pas toujours là en tant qu'enseignant ou enseignante pour tenir la main de nos apprenants tout au long de leur apprentissage. Souvent, on est là avec eux seulement pour une année scolaire ou une session, peu importe. Donc, c'est pourquoi ce serait intéressant. D'accord, on est, mettons, toutes et tous vendus, d'accord, mais là, comment faire? Comment faire? Tout d'abord, on peut le faire par les expériences communes vécues par les élèves. Ça peut être à la suite d'une sortie qu'on a faite tous ensemble. Et là, on va résumer la sortie. Ça va devenir du matériau qu'on peut observer. Ça peut être par la petite discussion du lundi matin, ce que vous avez fait pendant la fin de semaine, prendre ces phrases-là comme matériau pour l'observation. Ça peut être en allant piger du côté des autres disciplines. Donc, si vous enseignez en immersion ou en ILS, on va aller aborder d'autres disciplines parfois. Donc, aller chercher de ce côté-là des textes, soit audiovisuels ou écrits, dans les autres disciplines comme univers social et sciences.
ou bien par tout autre document authentique, c'est-à-dire les documents audiovisuels qui sont maintenant à notre disponibilité, à notre disposition vraiment facilement, des textes de divers genres, des chansons et bien sûr la littérature jeunesse également, qui gagne en popularité dans les classes, pas juste de français langue seconde, mais entre autres dans les classes de français langue seconde. Alors, merci Claude. Je vais vous présenter la partie sur les démarches proposées, comme Annick l'a mentionné, donc la démarche générale et la démarche d'observation grammaticale. Je vais y aller quand même rapidement, rondement. Vous allez avoir accès au PowerPoint, à la présentation, c'est-à-dire plus tard. Donc, vous aurez comme référence tous les documents, parce que je vais survoler. Et je survole aussi parce que nos deux chers collègues, nos deux chères enseignantes vont concrètement vous montrer les deux démarches dans leur séquence qu'elles ont créées et qu'elles ont mis en place avec leurs élèves. Alors, c'est parti. Alors, la démarche générale, c'est se scène en trois étapes principalement. On parle d'une première lecture du livre. Donc, ça va être une lecture interactive du livre avec les élèves, donc une activité de prélecture avec une intention de lecture. Et ensuite, on va travailler vraiment sur au moins une des 4 dimensions de la lecture. La deuxième étape, qui est une relecture, donc on va relire le livre, mais cette fois-ci avec une intention. Et c'est ici que la démarche d'observation grammaticale va entrer en jeu. Donc, je vais y aller en détail un petit peu dans quelques secondes. Et la partie de réinvestissement, c'est vraiment, on parlait de transfert tout à l'heure, c'est vraiment là où ce qu'on a fait à l'étape 2, on va le réinvestir dans une production que les élèves vont réaliser. Donc, c'est la démarche générale sur laquelle on a travaillé. Pourquoi on parle d'une deuxième lecture? Au point 2, on parlait de la relecture du livre. Bien, c'est que d'être exposé 2 fois au livre, ça fait qu'il y a une meilleure compréhension par tous nos élèves dans la classe. Il va y avoir plus d'aisance par la suite à jouer avec l'élément grammatical et ça va aller favoriser une plus grande participation de nos élèves. Et ça, je vais le redire et on va le réentendre plusieurs fois pendant la présentation. Quand on lit un livre, l'intention pédagogique principale, c'est vraiment pas de faire nécessairement de travailler un élément grammatical. C'est vraiment le faire avec une des dimensions de la lecture. Et quand on choisit un livre, on va y revenir, je ne pars pas avec l'idée, je veux travailler les verbes ou je veux travailler le genre des noms et là, je cherche un livre. Non, on va aller vraiment prendre le livre, puis quand on va lire le livre, on va prendre le temps de voir rapidement, parce que les participantes l'ont fait, vous allez trouver quelle notion grammaticale est-ce que je peux exploiter à partir de ce livre-là. Donc, c'est dans ce sens-là. Et ce qu'on doit comprendre aussi, on n'est pas habitué de travailler l'élément grammatical à partir de la littérature jeunesse. Fait que c'est pas évident les premières fois, puis ça va prendre du temps. Puis au début, c'est plus difficile, mais au fur et à mesure, vous allez voir, ça devient de plus en plus facile, autant pour vous que pour les élèves. Et également, on dit que ça se développe par étayage. C'est que vous allez modéliser, vous allez accompagner, on va guider les élèves et on va le refaire. Et au début, ça va être déstabilisant pour vous peut-être et pour eux, mais au fur et à mesure, vous allez voir, ça va aller très bien. La démarche pour l'observation grammaticale, c'est en 6 étapes. Ici, 6 éléments à faire. Alors, prise de conscience, corpus d'exemples, manipulation, verbalisation, conscience interlinguistique et formalisation. Donc, je vais y aller en survol un peu. On va le vivre un petit peu avec mon prof tout à l'heure. Alors, la prise de conscience, c'est vraiment là, on reprend l'histoire et on s'attarde non plus au sens, à la compréhension, mais davantage au choix des mots, comment est-ce que l'auteur a exploité telle notion, etc. Le corpus d'exemples, c'est que vous allez puiser les exemples du texte pour qu'ils puissent observer par la suite. Donc, vous allez sortir les exemples qu'on peut, des fois, s'arranger avec le gars des vues modifiées, mais légèrement, il faut vraiment se concentrer sur ce qui est dans le livre. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on n'aura pas toutes les exceptions ou on n'aura pas toutes les règles, mais on va vraiment se concentrer sur celles qui sont présentées dans le livre.
La manipulation, ben, c'est d'inviter d'inviter les élèves à manipuler, souvent en diade ou en petits groupes, les corpus d'exemples, donc ce que vous avez. Verbalisation, c'est que les observations qu'ils ont fait pendant la manipulation, c'est de les nommer et d'essayer de l'expliquer. Comment ça se fait que tu as mis ça avec ça? Pourquoi tu as classé de telle ou telle façon? Et ensuite, la conscience interlinguistique, c'est qu'une fois que les observations ont été faites, qu'ils ont verbalisé, c'est de demander aux élèves, est-ce que dans ta langue maternelle, ça fonctionne de la même façon ou pas? Donc, on va essayer de faire des liens entre les deux langues, favoriser le transfert aussi entre les deux. Et la formalisation, ça arrive à la fin. C'est vraiment de formaliser les observations qui ont été faites en grand groupe. Puis souvent, on va parler de créer un aide-mémoire ou d'avoir une affiche qu'on peut mettre en salle de classe. Donc, la démarche pour l'observation grammaticale. Et la prochaine diapo, quand on fait une démarche d'observation grammaticale, il y a des opérations cognitives qui vont être à privilégier. Donc, quand on demande aux enfants de manipuler aux élèves, même les ados et les adultes, donc on va essayer de classer, on va essayer de comparer les choses, les organiser aussi, tester, est-ce que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, de les amener à justifier aussi pourquoi ils ont fait ça de telle manière ou pourquoi ils ont observé telle chose et à la fin de vraiment synthétiser un peu leurs observations. Ce qui est important aussi, c'est lorsqu'ils vont faire ces manipulations-là, il faut les amener aussi à discuter, à écrire, à utiliser par exemple des organisateurs graphiques. On va le voir tout à l'heure. On a des tableaux, imiter des modèles. Donc, ça va être important de non pas seulement discuter, mais d'écrire. Puis pourquoi on fait ça, d'aller chercher différentes entrées? C'est tout simplement que ça va aider à avoir une rétention dans la mémoire à long terme. Et puis, souvent, bon, on a des apprenants de différents styles d'apprentissage, alors on va aller chercher ces différents styles-là. Ils vont être plus engagés en salle de classe. Ça va amener aussi un travail de collaboration parce que je parle de diade, je parle de sous-groupe et une pratique à l'oral. Alors, quelle activité authentique que de parler de grammaire en français. Donc, ici aussi, ça va être une façon de pratiquer l'oral, l'interaction avec les pairs. Et je vous laisserai peut-être avec 3 conseils. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est quand on prend un livre, évidemment, on ne trouve pas tous les cas de figure dans un livre. Hein? Donc, souvent, il y a différentes règles, mais on s'attarde vraiment à celles qui sont présentes dans le livre. Ensuite, il faut laisser les élèves manipuler et tester les groupes de mots. On faisait, dans l'autre atelier qu'on a donné tout à l'heure, on faisait du pouce en disant qu'il faut les laisser sécher. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut leur laisser le temps de manipuler, d'observer, de se poser des questions, d'essayer de trouver les liens ou qu'est-ce qui est différent et non pas d'essayer de leur donner une réponse toute faite. Puis ça, c'est un petit peu plus difficile. Hein? Quand on est prof, on veut que les élèves avancent et tout ça. Donc, il faut vraiment prendre le temps de leur laisser découvrir, observer les groupes de mots, par exemple. Et le dernier conseil, c'est que c'est hyper important d'utiliser différents organisateurs graphiques pour noter leurs observations. On en a parlé tantôt, ça peut être des graphiques, des diagrammes de Venn, donc différentes façons pour eux de noter leurs observations. Alors voilà, ça fait un tour assez rapide, mais on va tout le voir en détail et de façon beaucoup plus pratico-pratique avec nos enseignantes dans quelques instants. Et je laisse la parole à Claude pour nous présenter la notion du genre des noms en français langue seconde. Merci, Julie. Donc, avant de passer à la démarche là, de Emilia et Sophia, on voulait faire un tour rapide sur la notion de genre des noms en français langue seconde. Donc, je suis allée piger dans des formations ou des cours que je donne sur le sujet dans différents contextes. Donc, c'est parti, Julie. Donc, d'abord, le genre des noms en français langue seconde, vous le savez toutes et tous, c'est une énorme difficulté pour les apprenants de français langue seconde, savoir si un nom est masculin ou féminin.
C'est atroce, on se bat contre ça toute sa vie, comme enseignant, comme apprenant. C'est ça. Donc, tout d'abord, une des raisons pour lesquelles c'est très difficile, c'est que les difficultés sont multiples. Ça vient de plusieurs sources pour nos apprenants. D'abord, une difficulté d'ordre conceptuel, c'est que très souvent, dans la langue maternelle ou dominante de notre apprenant, bien, il n'y en a pas de genre au nom. Il y a ça. Sinon, c'est que oui, ça existe, mais ce n'est pas tout à fait la même catégorisation. Peut-être qu'il y a plus que 2 genres. Peut-être que ça ne fonctionne pas de la même façon, etc. Puis en plus, donc, ça va dépendre de la langue maternelle ou de la langue dominante des apprenants. Donc, on sait qu'il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. Ils n'utiliseront pas les mêmes stratégies selon leur langue dominante. Tu peux passer, Julie. D'autre part, il y a des difficultés d'ordre phonologique. Comme locuteur du français expert ou natif, ben, on va se dire, est-ce que je dirais un ou une? Oui, peut-être, mais dans l'oral et entendu par nos apprenants et apprenantes, la différence entre un ou une, elle est très mince. La majorité des apprenantes de français langue seconde n'entendent pas la différence entre un ou une. Donc, de là, en plus, à se fier à est-ce que je dirais un ou une selon ce que j'entends, ça ne fonctionnera pas pour nos apprenants. On ne peut pas se baser là-dessus. Un peu la même chose entre le ou le la. Pour notre oreille de locuteur natif ou expert, c'est très évident la différence, mais le E n'existe pas dans la majorité des langues de nos apprenants, donc ça ne les aidera pas. En plus, on a un paquet de noms qui commencent par une voyelle. On ne pourra pas vraiment se fier sur le déterminant qui vient devant. Surtout quand on entend autour de soi, souvent le déterminant il est au milieu ou bien il se cache dans la chaîne parlée. On ne peut pas vraiment se fier là-dessus. Et en plus de ça, en fait, dans la vie réelle en français, il y a à peu près 50% du temps où on utilise un nom. J'inclus aussi les noms propres, mais 50% du temps à peu près, il n'y a pas de déterminant devant le nom. Surtout quand il se retrouve dans un groupe prépositionnel. Donc, on ne peut pas vraiment se fier à ça. Ensuite, il y a d'autres difficultés, surtout d'ordre pédagogique, c'est-à-dire le matériel, les explications pédagogiques dont on dispose comme enseignant-enseignante ou apprenant-apprenante en termes de matériel, ça ne nous aide pas trop. Souvent, ce qu'on retrouve comme explication, c'est « ben garde, il faut que tu l'apprennes, là, puis cherche dans le dictionnaire, puis tu garde, c'est qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est difficile le français », des choses comme ça. Tu peux passer, Julie. Souvent, ce qu'on va dire aussi dans le matériel didactique, c'est que souvent, on va avoir comme explication en premier, le nom varie en genre et en nombre. Hein, on a souvent lu ça ou entendu ça. Pourtant, le nom en français ne varie pas en genre. Il y a seulement une partie des noms communs qui varient en genre, les noms animés, par exemple les noms de profession, les noms de nationalité. Mais le reste des noms ne varient pas en genre. On ne change pas le genre masculin ou féminin d'une table. C'est pas comme ça. Ensuite, on va aborder les règles différemment du nom et de l'adjectif, etc. Puis on va surtout se concentrer sur les règles d'accord. Alors que ce n'est pas ça le problème majeur pour nos apprenants de français langue seconde. Tu peux passer, Julie? Oui, ça va. Merci. Donc, souvent, on se retrouve à au moins essayer de présenter toujours un déterminant à l'écrit quand on fait du vocabulaire. Donc, on ajoute le déterminant devant le nom. On se dit, au moins, ils vont être exposés visuellement. C'est toujours bon, c'est vrai. On va essayer d'associer le genre à des réseaux lexicaux. Pardon. Mon Dieu, excusez. Par exemple, tous les noms d'arbres sont masculins. On va dire ça comme ça, mettons. On va dire toutes les lettres de l'alphabet sont masculines. On va dire des trucs comme ça pour nos apprenants. Et le reste, habituellement, c'est va vérifier dans le dictionnaire. Et on a nos élèves qui se dirigent « Ah non, il va falloir que je regarde dans le dictionnaire. » Pourtant, c'est dans notre oreille de locuteur natif, pas pour rien. Je vais vous inviter à indiquer soit dans le clavardage ou à ouvrir vos micros pour ceux qui ne sont pas gênés, allez-y, ouvrez votre micro. Donc, vous avez à l'écran des noms qui n'existent pas. Ce sont des non-mots, mais qui respectent la construction des mots en français. Donc, ça pourrait exister en français. Si je vous donne le nom bedonnage. Le
Vous êtes toutes d'accord? Le. Moi aussi, je suis d'accord. C'est ce que j'avais prévu que vous diriez. Julie, tu peux peser. Vous aviez deviné. Bravo. Si je vous donne trianglure, La. tout le monde est d'accord. Bravo. Hey, wow, là. Trop vite! Donc, ben là, Dolition, on l'a dit déjà, mais je pense que vous serez d'accord pour dire que c'est la Dolition, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr, bien sûr. Cabillaud. Le. Le cabillaud, c'est sûr, le cabillaud, tout à fait. Nalité. La. Bravo. Papin. Le, sans hésitation, j'aime beaucoup votre automatisme, c'est ce que je veux. Bidauderie. La. Tout à fait, très spontané. Boucran. Le. Le, exactement. Pourtant, ce sont des mots qui n'existent pas. Donc, vous êtes capable de décider du genre des noms de mots qui n'existent pas. Pourquoi? Bien, parce qu'en fait, dans votre tête, vous faites des associations avec la fin du mot. C'est dans votre instinct. Vous ne le savez pas, ça fait partie de vos connaissances implicites. Pour nos apprenants de français langue seconde, malheureusement, ils n'ont pas ces connaissances implicites. Il va falloir les leur donner de façon explicite pour qu'ensuite, éventuellement, ce soit automatisé ou au moins qu'ils disposent d'une base à quoi s'accrocher. Donc, oui, c'est sûr qu'on peut se baser toujours sur, bien, quand c'est un nom animé, je vais penser au sexe associé dans la société. C'est ça que ça va être le genre grammatical, donc pour ce qui est des noms de métier, par exemple. Oui, je peux me fier au receveur d'accord. Je peux regarder le déterminant, je peux regarder l'adjectif, mais on a vu que ce n'est pas toujours très, très fiable pour nos apprenants. Pourtant, il existe des régularités en lien avec la fin des noms. Ça fait longtemps qu'on le sait. Vous avez à l'écran un article paru en 1932 par un anglophone qui venait juste de comprendre la patente et qui s'est demandé mais comment ça se fait que je ne le savais pas avant? Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? 1932. Il y a une étude en 1977 qui a été faite avec des mots un peu comme ce que vous venez de faire, donc des mots qui n'existent pas, pour vérifier qu'il y avait vraiment des récurrences avec la fin des noms. Et il y a Lister en 2006 qui a établi les listes de terminaisons de noms prédictives du genre des noms qui étaient les plus intéressantes à travailler en contexte de français langue seconde, plus précisément en contexte d'immersion française. Il est allé chercher tous les mots d'un dictionnaire scolaire. Donc, le petit Robert Junior, là, le Robert Junior. Tu peux passer, Julie. Donc, dans le diaporama qui vous sera partagé, vous aurez accès aux 40 terminaisons de noms établies par la recherche. Donc, avec ces 40 terminaisons de noms-là, un apprenant de français langue seconde peut prédire le genre de 75 % des noms en français avec un taux de précision d'environ 95 %. Wow. C'est déjà beaucoup mieux que juste le pile ou face que font nos apprenants. Donc, vous les aurez dans le diaporama, la liste vers les 40 terminaisons, mais en plus, Lister a établi les terminaisons les plus fiables, donc celles par lesquelles on devrait commencer ou celles qui sont vraiment, vraiment intéressantes pour les élèves d'immersion française au primaire, parce que ça concerne des noms, très fréquents et dont la valeur prédictive est de plus de 90 %. Donc, vous avez les terminaisons qui annoncent le masculin et les terminaisons qui annoncent le féminin. Il y a des terminaisons qu'on entend. Il y a des terminaisons qu'on voit écrites également. Donc, il y a deux façons de les travailler. Et voilà. Ah non, attends, il y a des petits... Oui, excusez. Donc, important de faire observer seulement quelques terminaisons. On ne va pas donner la liste des 40 parce que là, ça va devenir juste une liste à apprendre par cœur. Ce n'est pas ce qu'on veut non plus. On va essayer de toujours opposer une terminaison masculine à une terminaison féminine ou quelques terminaisons masculines à quelques terminaisons féminines. Ça va nous permettre de facilement classer les noms. Et on va essayer de miser sur les terminaisons les plus prédictives, donc celles de Lister dans un premier temps. J'avais oublié
quand j'ai fait l'intro tout à l'heure de vous mentionner que cette portion-là était vraiment très intéressante. Ça fait plusieurs fois que je l'entends et à chaque fois, j'apprends quelque chose de nouveau. Je découvre ou je réalise quelque chose de vraiment intéressant. Et puis, on n'est souvent pas conscient de ces réalités-là. Donc, quand on parle d'enseignement explicite, là, c'est vraiment intéressant de se baser sur la recherche et sur la littérature et les connaissances qu'on a. Donc, on passe à la prochaine étape de notre présentation, la séquence créée. Vous voyez dans la portion de droite de l'écran présentement l'encadrement, en fait, la couverture de l'activité, de la séquence d'activité qui a été préparée par nos enseignantes. Et donc, malheureusement ou heureusement, hein, c'est selon, on voudrait apporter quelques touches supplémentaires pour qu'elle soit vraiment impeccablement parfaite et on ne sera pas en mesure de la partager avec vous aujourd'hui. Par contre, tout à l'heure, je vais vous inviter à garder dans vos favoris un lien qui vous mènera vers la page de notre site Internet sur laquelle se retrouveront cette séquence-ci et celle qu'on a présentée dans l'atelier précédent qui portait sur la phrase négative. Donc, vous aurez accès à ces deux séquences d'activités-là, clés en main, de même que d'autres activités, comme je vous mentionnais, qui ont été créées par des collègues et par moi-même à la commission scolaire, qui portent sur d'autres éléments grammaticaux. Donc, je vais laisser la parole à Emilia. Julie, on pourrait aller à la prochaine diapositive qui va nous présenter rapidement la démarche qu'elles ont suivie, celle qui vous a aussi été présentée d'entrée de jeu par Julie. Donc, merci beaucoup, Annick, pour réaliser les objectifs du projet qui ont été tellement bien expliqués par Claude, Julie et Annick jusqu'à date. Sophia et moi, nous avons créé une séquence pédagogique qui a été réalisée dans nos classes de deuxième cycle du primaire. Comme vous voyez sur vos écrans, elle a été divisée en 3 étapes qui ont suivi la démarche générale qui a été présentée par Julie en détail. Donc, je ne vais pas maintenant parler trop, je vais juste mentionner qu'est-ce qu'on a fait en général. Dans la première étape, ce qu'on a fait, on a présenté le livre ABC de Marion Arbona. Dans la deuxième partie, on s'est concentré surtout sur les activités grammaticales et dans la troisième partie, on a fait surtout des tâches de réinvestissement au cœur desquelles se trouvait l'écriture. Maintenant, je laisse la parole à Sophia qui va vous décrire en détail la première étape de notre séquence. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très excitée puis nerveuse en même temps de vous présenter mon livre préféré de cette année, puis je pense pour plusieurs années à venir. J'adore beaucoup les livres, les albums, tout ça, mais mes enfants, mes 2 classes, mes 2 groupes savent que c'est mon livre préféré. Alors, c'est de Marion Arbona, c'est un abécédaire. Sophia, est-ce que tu veux que je le montre à l'écran sur Biblius? Oui, on peut déjà commencer à montrer, c'est ça, la première page. Oups. Super. Alors, écoute, je prends le contrôle parce que Julie n'a pas accès à Biblius. Non. Et donc, moi, je vais le présenter ici. On y va avec le livre, c'est ça, je sais pas. Ah. Ben, on aura les deux. Alors, D'accord, super. C'est formidable. Alors, dans un premier temps, il y a vraiment plusieurs minutes qui sont présentées vraiment aux enfants sur la page couverture. Que voyez-vous dessus? Quels animaux, quels objets? En plus du ABC, il y a même le ABCD jusqu'à Z illustré à l'arrière. Je vais aller un petit peu plus vite pour tourner à la première page, vous montrer comment il est organisé à l'intérieur. Alors, le livre contient 28 pages non paginées. Alors, 26 pour les lettres, et puis là, je tourne mes 2 premières pages. Et je vous lis quelques mots qui commencent par A. Alors, d'un côté, on a l'illustration avec un A géant. Ce livre fonctionne avec l'idée du cherche et trouve. Alors, les enfants adorent voir les illustrations. Elles sont drôles, c'est vivant, et puis, c'est ça, il y a beaucoup d'animaux et toutes sortes d'objets. Dans la liste des mots, très peu de verbes, un verbe, je le dirais par page, mais beaucoup de noms communs. Je me lance avec A, puis je vous lirai quelques mots qui commencent par G. Alors, on a abeille, abricot, accordéon, acrobate, ail, elle, etc. Tournons les pages de toute beauté, vraiment. Et il y a vraiment, les illustrations sont drôles, rigolotes, sont vraiment...
Et je passe jusqu'à G. Alors, la page déjà, c'est toujours écrit par ordre alphabétique. Alors, allons-y avec galet, gamin, gant, garçon, gâteau, gaufre, etc. Et c'est illustré, alors tout le monde a accès à voir un petit peu le livre. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, ce n'est pas un livre régulier où on lit les pages du début à la fin. Moi, souvent, quand je le montrais aux enfants, parfois, je leur disais « Ah, quelle est ta lettre préférée? » Souvent, c'est la première lettre de leur nom. Puis, « Let's go, Gabriel, on va à la page G. Michael, allons voir qu'est-ce qu'il y a à la page des M. » Alors, suite à cette présentation du livre, il y a une activité, c'est ça, à la découverte. On veut générer du vocabulaire. Et dans notre cas, on a demandé aux élèves, sans consulter de dictionnaire, vraiment, ça devait sortir de leur tête, des mots qui commençaient par la lettre B. Il y avait aussi C, D. Vous êtes libre de choisir vos lettres, mais pour les besoins de la cause, on avait pris… Vous voyez les exemples des lettres B et D. Et puis, les enfants, ça faisait une liste entre 10 et 12, une quinzaine de mots. Et ces mots on peut les réutiliser plus tard et voir quelle était leur banque de mots pour faire une activité à l'écrit plus tard. Dans la prochaine diapositive, c'est vraiment la première activité écrite où il y a qui provient de l'annexe. Je vous inviterai à regarder l'ensemble 1 et c'est d'identifier l'intrus à partir des mots jambon, crayon, chaussette, mouton, menton, dindon. On leur demandait d'encercler quels mots, selon eux, n'allaient pas avec les autres. Et dans les consignes, c'était écrit « Lisez les mots à voix haute ». Alors, on utilise le clavardage. Alors, quelqu'un a déjà trouvé la bonne réponse. Mais les enfants n'ont pas eu au préalable toute la belle présentation de Claude. Ils ne savent pas encore qu'on recherche selon les terminaisons. Alors, c'est ça la petite catch. Est-ce que je vous invite à aller à l'ensemble 2? Est-ce qu'il y a des volontaires pour se lancer dans le clavardage et puis repérer l'intrus parmi les mots écaille, jouet, abeille, feuille, grenouille, oreille? Voilà. Bien réussi. Et ainsi de suite, ensemble 3. Alors, ce sont exactement les mots qu'on utilisait dans l'ensemble 3. On constate les terminaisons qui finissent en ETTE versus un mot qui n'a pas cette même terminaison. Et dans l'ensemble 4, on avait beaucoup de discussions. Est-ce qu'on met des mots en E, A, U qui ont aussi le phonème O? Alors, pour vraiment simplifier la tâche, d'avoir le visuel de coquelicot, robot, échelle, sabot, escargot, haricot. Et tous les exemples proviennent, ce sont tous des objets, des animaux, des choses qu'on retrouve dans le livre. Alors, on se basait sur le livre pour regarder tout cela. Et dans la prochaine activité… Sophia, est-ce que tu veux parler des observations. de la deuxième étape de cette activité-là où on essayait d'amener les élèves à donner un nom à l'ensemble? Ah oui. Oui, alors dans les photocopies qu'on fournit, qu'on fournissait aux enfants, les enfants devaient identifier les groupes. Alors moi, il y en a qui écrivaient carrément le mot chaussette, jouet, renard. Ils trouvaient c'était quoi l'intrus, mais dans le fond, on recherchait vraiment qu'ils cherchent selon la terminaison. Puis les enfants ont compris, c'est là que j'ai tendu la perche, et puis pour certains groupes, et puis là, ils ont compris que c'était des mots qui finissaient en « on », puis il y a le mot « rime » qui est sorti aussi. Puis il y en a qui ont observé qu'il y a des mots qui finissaient qu'avec des « e », puis l'intrus n'avait pas de « e » à la fin. Dans la prochaine activité… Je crois que maintenant, c'est mon tour de parler, d'expliquer ce qu'on a fait dans nos classes. Donc, la première activité de cette deuxième étape que Sophia vous a fait vivre.
tout à l'heure, demandait aux apprenants d'identifier l'intrus et de trouver ce que les autres mots avaient en commun. Donc, l'objectif, c'était de pouvoir prédire le genre d'un nom en observant les terminaisons. Cette tâche a été faite en équipe et nous avons constaté que les élèves ont eu, comme Sophia a mentionné, un peu de difficulté à deviner qu'il s'agissait de genre. Dans ma classe, par exemple, au début, ils se sont plus lancés vers le côté lexical. Ça veut dire qu'ils ont essayé de trouver est-ce que c'est des antonymes, est-ce que c'est des synonymes, est-ce que c'est des mots qui sont liés au même thème. Mais finalement, ils se sont aperçus que la terminaison, elle est pareille et comme vous voyez au tableau, qui est la correction qu'on a fait un grand groupe au tableau interactif, ils ont déterminé que c'est le groupe de ON, le groupe de I, le groupe de TTE et le groupe de OT. Donc, on a dû les guider un petit peu pour qu'ils puissent faire le lien entre cette terminaison et le genre que nous avons recherché. Donc, c'était quoi l'objectif? C'est pour qu'ils puissent observer, bien sûr, les terminaisons et généraliser. Ça veut dire faire le lien entre la terminaison et le genre, automatiser ce lien, ce rapport. Donc, la deuxième activité de cette deuxième étape que nous avons proposée aux élèves, c'était de classer les mots selon leur genre. Donc, nous avons donné aux élèves un tableau avec des mots. Ils devaient se mettre en équipe et lire les noms proposés à voix haute et déterminer leur genre, découper et les placer dans le tableau. Ce qui était, par exemple, difficile pour les élèves, c'était le fait qu'avant, ils observaient les terminaisons. Donc, c'était plus facile au niveau visuel de déterminer tout de suite les ressemblances. Mais cette fois, les élèves devaient plutôt déduire que les mots qui se terminent par O à l'oral, comme EAU, OT ou O, sont la plupart du temps au masculin. Et ceux qui finissent par une double consonne et E sont dans la plupart du temps au féminin. Donc, l'objectif de cette activité, c'était de généraliser la règle qui a été accomplie parce que toutes les équipes ont réussi sans faute, qui m'a beaucoup étonnée, mais ça veut dire que la première partie de cette activité a été bien accomplie. Ils ont bien compris ce qu'on demandait. Maintenant, je laisse la parole à Sophia pour expliquer comment la règle a été généralisée. C'est à ce moment-là qu'après avoir fait cette étape, qu'on explique, qu'on dit que généralement, les mots qui finissent avec le phonème O, E-A-U ou O-T, et puis aussi le son ON, sont des mots qui sont masculins. Moi, c'est ça, il y a un bel petit astérisque pour le ON parce que c'est parfois compliqué. Le T-I-O-N, c'est toujours féminin, et puis beaucoup d'autres mots qui ont A-I-S-O-N sont aussi féminins, mais bref, on focus sur des généralités. Et les généralités féminines qu'on a abordées, c'est le fameux E-T-T-E, E-L-L-E, I-L-L-E. Et beaucoup était basé, c'est ça, sur les études de Roy Lister que Claude vous a montré précédemment. Donc maintenant, on passe à la troisième étape dans laquelle nous avons repris le livre. Et ce qu'on a demandé aux élèves dans cette première activité de la troisième étape de réinvestissement, c'était d'abord d'observer attentivement et de décrire avec des phrases simples quelques illustrations dans le livre. Moi, par exemple, dans mes classes, j'ai choisi la lettre D, puis ils devaient observer attentivement les interactions entre les illustrations. On a fait des belles phrases à l'oral, comme le dromadaire donne un dé au dragon, juste pour se familiariser avec la complexité du livre et l'exploiter. Cette activité à l'oral qu'on a fait au début les a préparés pour la tâche qu'on a demandée. C'était relier les bouts de phrases en observant les images de lettres B et C. Donc, on a proposé des phrases qui ont été décomposées. Ils devaient juste, en observant l'image, décrire les images, les illustrations qu'il observait dans le livre. Donc, le but était de donner du sens
au mot en formant des phrases et aussi d'exploiter la complexité de l'ouvrage. Une autre fois, ils ont bien réussi car certains ont déjà remarqué qu'il y avait une certaine régularité dans les phrases, donc plusieurs mots qui commençaient par B, plusieurs mots qui commençaient par C, donc ça éliminait déjà la moitié de leur choix, mais c'était très, très bien réussi, cette étape. Donc, maintenant, on est rendu à la deuxième activité de notre troisième étape. La tâche qu'on a demandé aux élèves, c'est d'ajouter des déterminants aux phrases trouées en tenant compte des déterminaisons de noms. Donc, ils devaient activer les connaissances de l'étape 2 et les réinvestir dans un contexte qui est un peu plus complexe parce que maintenant, ils devaient travailler pas avec des mots, mais avec des phrases. Ensuite, l'objectif de cette activité, c'était de consolider, voire automatiser les connaissances sur le genre et de réunir les deux volets qu'on a exploités jusqu'à date, le volet grammatical et le volet lexical. Et le travail a été accompli avec succès par les apprenants, avec quelques petites exceptions, mais en général, c'était très bien réussi. Donc, la dernière activité de notre troisième étape, c'était la création des phrases rigolotes. À partir des mots tirés de l'abécédaire, j'ai vu que Claude l'a déjà mentionné dans le clavardage, que dans chacune de nos activités, les mots que vous voyez, les mots à manipuler ou à composer des phrases sont tirés de notre abécédaire. D'abord, ce qu'on demandait aux élèves, c'est de porter une attention particulière envers les noms et leurs terminaisons pour pouvoir d'abord choisir le déterminant qui convient. Et ensuite, ils devaient composer des phrases en utilisant leurs connaissances lexicales. Et l'objectif, c'était de créer des phrases qui font rire, qui ne sont pas comme vraisemblables. Et comme vous pouvez voir sur vos écrans, par exemple, ils ont bien réussi, le mouton porte un pantalon ou le papillon met son manteau ou le robot joue avec sa raquette. Donc, c'était vraiment très amusant et ils ont beaucoup apprécié cette activité. L'objectif, c'était d'encourager l'originalité au niveau langagier, aussi de réutiliser tous les savoirs qui ont été acquis lors des tâches précédentes. Donc, ça, c'était la tâche la plus complexe, c'est la dernière tâche qui bouclait la boucle de notre séquence pédagogique et aussi de consolider leurs apprentissages. Maintenant, sur cette diapo, je voulais attirer votre attention sur les stratégies utilisées par les élèves. Donc, on voit sur la première photo les fameuses lunettes qu'on utilise depuis la première année du primaire, mais ça, c'est une stratégie qui a été bien utilisée même sans qu'on suggère cette stratégie. Le fait qu'ils le connaissaient déjà, ça a beaucoup aidé à faire le lien entre la terminaison, cercler la terminaison et faire une flèche vers le déterminant et mettre le genre. Et ça a beaucoup aidé, comme on voit. Et il y avait d'autres équipes qui ont choisi une autre stratégie, ça veut dire déterminer le genre des noms au préalable avant de composer des phrases. Ça a enlevé cette étape de vérification qui a été utilisée par l'autre équipe. Je voulais juste revenir une autre fois sur les choses que Julie a mentionnées au début en présentant le projet et les procédés cognitifs qu'on utilisait, que c'est très important d'enseigner des stratégies aux élèves parce qu'on voit que les stratégies métacognitives, c'est des choses qu'on pourrait utiliser lors de plusieurs activités dans plusieurs matières. C'est quelque chose de naturel qui devient automatique et qui aide aux élèves, qui aide les élèves à devenir autonomes et débrouillards dans plusieurs situations d'apprentissage. Julie, je crois qu'on a quelques minutes pour faire écrire quelques petites phrases rigolotes à nos participantes. Oui, est-ce que tu peux partager oui, le mot? Oui, absolument, absolument. Alors, on va vous inviter à écrire quelques petites phrases rigolotes, donc à réinvestir vos connaissances. Je vous montre le document. Quelqu'un a demandé tout à l'heure, est-ce que vous allez l'avoir? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, on va vous montrer là où les activités se retrouveront. Donc, pour le moment, voici les mots. Ce sont des mots qui sont encore une fois tirés du livre et dont les finales, les terminaisons correspondent aux
aux terminaisons qui ont été ciblées par nos 2 enseignantes. Donc, on va vous inviter à en choisir quelques-uns et à nous écrire des phrases rigolotes. Vous les indiquez dans le clavardage et quand on vous donnera le signal, attendez le signal, on va vous demander de les partager, d'appuyer sur Entrée, Enter pour que votre phrase apparaisse dans le clavardage. Donc, vous choisissez 1, 2, 3 mots parmi la liste. Assurez-vous d'être le bon déterminant. Je pense qu'ils sont capables 4, là. Let's go, là. Petit défi là, des enseignants, là. On va essayer ça. Puis on essaie de garder le singulier pour mettre en évidence le choix du déterminant de façon plus évidente. Ah, on a déjà des réponses qui arrivent dans la boîte de clavardage. Je pense que les gens désiraient partager leurs phrases rigolotes. La coccinelle, oui, magnifique. Oui. Puis c'est des phrases très complexes, je vois, parce que nous avons demandé à nos élèves de créer plutôt des phrases qui sont assez simples, mais bien sûr, les enseignants créent des phrases complexes. Emilia, est-ce que tu aimerais en lire quelques-unes? Oui, bien sûr, je suis capable de suivre parce qu'il y en a. Il y en a beaucoup. La coccinelle mange le bonbon trouvé dans son pantalon, la sauterelle porte un manteau, le robot mange un bateau, la chaussette a une oreille. C'est vraiment des phrases très originales et très rigolotes, vraiment à la façon de livre de notre ouvrage. Le garçon entend une abeille près de son oreille, la coccinelle a un pantalon, le robot habillé d'un rideau a un marteau et une fourchette. Dans la bouteille, c'est vraiment... le mouton mange un bonbon. Il y a plein d'exemples qui suivent vraiment le modèle proposé dans notre activité et le modèle proposé par le livre, l'ouvrage qu'on a utilisé. Et les enfants ont eu vraiment beaucoup de plaisir à créer ces phrases. Et à les partager par la suite. Oui. C'est ce qu'on faisait en grand groupe, oui. Génial, merci pour votre participation. Puis on voit que vous maîtrisez bien le féminin et le masculin. C'est une excellente nouvelle. Parce que rendu à 4h10, habituellement, on commence à en perdre des bouts. OK. Alors, je pense que ça fait le tour de la séquence qui a été créée par les enseignants. Maintenant, petit retour sur la mise à l'essai, sur ce qui s'est passé en classe. Il y a des choses qui ont mieux fonctionné, d'autres qui ont moins bien fonctionné. Donc, Emilia, parle-nous donc des bons coups, de ce qui a bien fonctionné. Moi, j'ai eu l'opportunité d'aller dans la classe d'Emilia observer lorsqu'elle a fait une portion de la séquence. Puis il y a des choses que je pourrais ajouter peut-être après que tu aies mentionné les bons coups. Pas de problème. Donc, la première chose que je voulais mentionner, que presque tous les enseignants du français langue seconde, nous on utilise les livres pour travailler surtout le vocabulaire et la compréhension de lecture, ou dans mes classes, on le fait souvent pour faire une réflexion éthique. Mais ici, ce que les apprenants ont trouvé très, très original, c'était le rapport entre la grammaire et la littérature. Ça, c'était l'objectif de notre projet et ça a été bien réussi. Ensuite, ce qui était bien réussi, c'était les tâches qui étaient diversifiées et qui comprenaient plusieurs activités, comme les activités d'association, de découpage, d'observation, de création. Et j'ai remarqué que ça a beaucoup augmenté la motivation, l'implication des élèves lors des travaux d'équipe. Ensuite, donc, le travail en équipe, je dirais que ça a rendu les réalisations en classe plus dynamiques. On suivait toujours le même mode d'organisation. Donc, on donnait au début les consignes. Ensuite, c'était le travail qui a été fait en équipe pour toutes les activités. Et par la suite, on faisait toujours un retour réflexif ensemble, un grand groupe qui aidait les élèves à bien ancrer les connaissances qui ont été acquises lors des activités. Et à la fin, je peux dire que comme prof, j'ai trouvé que les 3 compétences du programme ont été bien touchées. Donc, on a permis aux élèves de parler, de comprendre, parce qu'on a travaillé beaucoup avec le vocabulaire et d'écrire, de composer des phrases. Et ce n'est pas juste les compétences ciblées qu'on a touchées, mais on a essayé, en tout cas, je ne sais pas si c'est bien réussi avec Sophia, de les bien équilibrer. Donc, pour que ça soit bien, donc interagir, par exemple, dans les équipes, ça a permis aux élèves de parler, manipuler avec des mots, comprendre, composer des phrases. C'était plus au niveau de la compréhension et la maîtrise du vocabulaire et écrire aussi. Donc, on a bien équilibré et touché les 3 compétences du programme. Et Madame Annick est très contente d'entendre ça quand il y a de l'oral. Il y a une question importante, Annick. Oui, j'ai vu. Je peux y répondre.
Vas-y, Sophia. Oui, alors dans notre plan, dans notre démarche pédagogique, on attribue toutes nos tâches comme en 3 périodes pour un total de 160 minutes. Honnêtement, je ne me suis pas chronométrée, je l'ai fait sur 2 jours. Il y a, c'est ça, tout est expliqué dans la démarche, mais c'est que du plaisir, c'est vraiment, puis la diversité des tâches, oui. Je laisse peut-être Annick, tu voulais porter une Oui, réflexion? Oui. oui, absolument. Est-ce que ça répond à la question de la personne qui a posé la question? Je voulais aussi juste rajouter que pour moi, ça m'a pris 2 jours et demi, mais dans une classe d'immersion, c'est toute la semaine parce que nous, on les voit un jour sur deux. Mais c'était vraiment comme amusant, puis c'était une semaine bien remplie pendant laquelle les élèves ne voyaient même pas comment le temps passait dans la classe. Donc, on a eu vraiment des rétroactions très positives. Ah, ça a été amusant, on a aimé ça, est-ce qu'on pourrait le faire encore? Donc, ça m'a déjà donné l'idée que refaire le même type d'activité, c'est bien pour les élèves et ça les motive davantage. Une autre question, nous sommes 2 enseignants de 4e année. Je suis souvent en 3e année, 4e année. J'ai eu une opportunité d'aller dans une classe de 5e année la semaine dernière, puis j'ai pris le livre et puis je l'ai fait avec mes anciens élèves qui sont rendus en 5e année. Puis ça, c'était en condensé en 50 minutes. Et puis, ils ont vraiment eu beaucoup de plaisir. C'est ça, 9-10 ans, mais pour moi, c'est tout âge. Et puis, pour revenir aussi à la question du temps, il y a une activité d'enrichissement dont on n'a pas parlé ici, mais de comparer des abécédaires. Les abécédaires, c'est vraiment un outil fantastique pour juste, c'est ça, là, j'élargis sur du vocabulaire, lire les mots. On a des abécédaires qui ont des phrases complètes, parfois c'est juste une phrase. Et puis, je trouve que les albums jeunesse, ça va de prématernelle jusqu'à 6e année. Puis, c'est ça. Ouais. Je trouve ça intéressant, Sophia, que tu fasses ce commentaire-là, parce qu'au début, et là, les sceptiques seront confondus, bien sûr, Madame Annick ne voulait pas que l'équipe utilise ce livre-là, mais finalement, il s'est avéré tout à fait propice à exploiter de la grammaire. Et puis, je suis très contente, très satisfaite du résultat. Puis, c'est encore plus intéressant de voir que ça s'est bien déroulé dans votre classe et que les possibilités de réinvestissement avec des élèves un peu d'âge différents, et c'est là également. Donc, Sophia, pourrais-tu enchaîner, s'il te plaît, au niveau des défis que vous avez connus, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Parfois, c'est ça. Au début, on disait en diade ou en équipe de 3. Parfois, je me questionne sur comment je vais former les équipes parce que j'ai du plus faible au plus fort. C'est la première année où j'ai aussi autant de francophones, puis autant d'enfants aussi parfois qui sont non-verbales. J'ai de tout, j'imagine, comme c'est le portrait de beaucoup de classes. Et puis, finalement, tout s'est fait naturellement. Parfois, je me pose beaucoup de questions. Puis, pour certaines activités, j'ai quand même dirigé les enfants. Je dis, ah, ben, toi, tu te mets avec cette personne parce que je ne voulais pas qu'un enfant fort écrive toutes les réponses. Et puis vraiment, mais c'est ça. En tout et pour tout, tout le monde a participé à sa façon. Et vu qu'il y a vraiment une diversité d'activités, chacun peut modifier puis faire à sa formule. Amelia a fait d'une façon, elle les a mis en équipe de 2 pour l'activité où ils doivent mettre le déterminant dans les phrases trouées. Moi, c'était vraiment une activité individuelle où je voulais vraiment voir mes plus forts qui sont plus rapides. Oups, comment vous trouviez les réponses, alors que c'est ça, comme le retour, comment on fait. Parfois, il faut se permettre une certaine flexibilité, je dirais. Mais il y a vraiment, c'est une belle démarche que je trouve complète et qui est vraiment un bijou. C'est ça. J'ai tendance parfois à leur tendre la perche un peu trop vite. Julie mentionnait les laisser sécher. Effectivement, parfois, il faut juste, c'est ça, leur donner le temps de réfléchir et puis d'essayer de trouver. Puis en fait, quand j'ai eu vraiment beaucoup de moments, les moments, ah oui, comme les petits flashs, ça, c'était formidable. Et c'est ça, d'emmener les enfants justifier les réponses, comme quand j'étais avec la classe de 5e année, ah oui, c'est ça. Il y en a qui avaient mis dans la mauvaise colonne juste les petits papiers, tout ça. Puis là, je leur disais, pourquoi ce mot, lequel tu penses ne va vraiment pas? Tu as une erreur, lequel tu penses qu'il devrait aller de l'autre côté? Puis vraiment de focusser sur la terminaison.
Et puis... Bien, je pense que ça, c'est effectivement un grand défi, hein. On n'est pas habitué de laisser sécher les élèves, donc de les laisser découvrir, de les laisser faire des erreurs, parce que quand on est dans ce genre de démarche-là d'observation à la découverte, bien, c'est souvent ça qui se produit. Ils sont un peu désemparés parce qu'ils ont l'habitude de souvent se faire donner les réponses. Et là, il faut nous-mêmes contrôler notre besoin et notre désir de faire en sorte que la leçon avance et s'assurer justement de leur laisser l'espace et le temps requis pour faire les observations et les découvertes qu'ils ont à faire. Et de classer, de manipuler. On avait toute une discussion parce qu'on a eu plusieurs rencontres et puis que les petits papiers soient découpés. Honnêtement, en 4e année, ça faisait un petit bout de temps que c'était pas OK, on sort la colle, on les met dans une colonne et puis, oui, il y en a un, deux qui disent « Ah, mais est-ce que je peux l'écrire? Là, ça va être plus vite. » Mais avec le retour que j'ai fait dans un autre mode avec mes anciens élèves, ben, j'ai vraiment eu un moment magique où tout le monde était à la tâche et puis ils avaient sorti les ciseaux, puis la colle et pendant ce temps-là, je vaquais à d'autres occupations, je faisais découvrir le livre à 2 de mes anciens élèves et puis c'était vraiment des moments magiques. Alors, parfois, je vois ici la petite note gérer l'insécurité des élèves, mais nous, parfois, comme prof, on est aussi parfois insécure sur comment on présente les choses et puis comment on explore les activités. Ce que moi j'ai remarqué, c'est si les consignes sont bien données, sont bien expliquées, si les élèves savent quoi faire, il n'y a pas d'insécurité. Ouais. Parce que les tâches n'étaient pas vraiment difficiles, exigeantes. Les élèves avaient déjà les connaissances requises pour accomplir les tâches. Si on explique bien c'est quoi nos attentes, qu'est-ce qu'il faut faire et les étapes, la démarche, si la démarche elle est claire, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'insécurité à gérer ou ça diminue. Ou des surprises, parce que quand est venu le moment de faire des phrases rigolotes, tout d'un coup, les enfants écrivaient au pluriel. Alors là, ça it defeats its purpose, ça joue plus dans les écrire. Alors, en fait, les diapositives que vous voyez, c'est encore la version prototype, quand même une version améliorée, mais dans le document qu'on a créé, tout a été corrigé, on a rajouté, c'est ça, une ligne de plus. Et puis, alors, c'est encore un essai-erreur, mais on est arrivé à un résultat dont je suis très fière. Et puis, c'était vraiment une belle collaboration où moi-même, j'ai appris beaucoup. Puis, les enfants aussi ont appris beaucoup. Peut-être dans un dernier temps, Sophia, nous parlerais-tu de la petite chanson Oui. qu'on a créée? Ça fait partie des conseils qu'on donnerait. Question de fossiliser ou de faire en sorte que ça colle au niveau des connaissances. Alors, c'est ça, c'est d'inviter les enfants à reprendre ces mots tout simples et puis de créer un rap. Et puis, là, je ne sais pas par cœur, c'est toi qui as pensé, mais en collaborant, on avait... En fait, c'était un petit rap pour se souvenir des terminaisons. Donc, les terminaisons sont en O, c'est au masculin. Donc, vous le verrez dans la démarche. Là, j'ai été inspirée un soir en revenant quand j'étais coincée sur Métropolitain et des caries. Vas-y donc. Je l'ai. J'ai retrouvé les papiers. Un bateau, un canot sont des mots en haut. Comme plein de mots en haut, ils sont masculins. Retiens-le bien. Bravo! Et les enfants peuvent en créer eux-mêmes, et puis avec des on, puis c'est ça. Ouais. Je m'excuse, il y avait une main levée tout à l'heure. Je pense que c'est Edith. Bonjour Edith, tu avais une question? J'avais une petite question par rapport aux élèves francophones, pour qui c'est très, 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 très facile. Est-ce que c'était facile? Comment ils se sont intégrés? Comment ils ont... Je ne sais pas si c'est clair, mais tu sais, je me dis, est-ce qu'ils ont eu un défi pareil? C'est une découverte. Ben, pour même moi qui suis francophone, j'ai eu plein de découvertes. Là, je ne veux pas m'éparpiller dans... C'est que moi, j'ai tendance à ratisser large et puis j'aurais voulu mettre plein de terminaisons de ça. Mes enfants francophones, ils ont fait des phrases un peu plus complexes, mais c'était de la découverte pour eux aussi. Ça fonctionnait pour tous les niveaux, puis j'ai pas fait abstraction. Une petite chose, c'est que le livre, en tant que tel, ça fait dès que je l'ai eu à l'automne, je l'ai apporté en classe et puis j'ai laissé les enfants manipuler. Il y a du vocabulaire, il y a toutes sortes de mots, des mots hétéroclites. Mes enfants francophones, en fait, ce livre était génial
que c'était les premiers, je les faisais lire les mots, et puis ils créaient une liste. Là, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est un album riche où, c'est ça, comment j'ai abordé le livre, c'était vraiment, écrivez-moi les mots que vous ne comprenez pas. Alors, c'était vraiment un outil, parce que mes enfants francophones, dans un contexte de français langue immersion, sont toujours les premiers à finir plus vite. Alors, ce livre, c'était un outil génial pour juste explorer du vocabulaire, et puis ils s'amusent. Ce sont des enfants de 9 ans, 10 ans, et puis après ça, tous mes enfants s'arrachaient le livre pour vraiment tout le concept cherche et trouve. Alors moi, au début, quand on a abordé, c'était déjà un livre coup de cœur. J'en avais entendu parler avant qu'il soit proposé parmi la liste de 25 livres à travailler. Et puis, je parlais beaucoup de vocabulaire, de comment les sons sont prononcés. Puis après, on me ramenait à la tâche, mais c'est une leçon de grammaire qu'on a besoin, c'est une leçon de grammaire. Alors, il y a une richesse de vocabulaire, de phonétique. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais en tout cas, tout le monde a du plaisir avec ce livre. Et avec la notion de grammaticale aussi, dans le fond, c'était, oui, de se mettre à la tâche, tout ça, c'est pour tous les niveaux d'élèves, tous les niveaux d'apprentissage. On a une question importante dans le clavardage qui nous est posée par Annie-Claude. En fait, c'est la façon dont le projet a commencé. Je ne sais pas si tu veux expliquer, Annick. Je n'ai pas vu la question, je suis désolée. Sophia a mentionné qu'on avait proposé aux enseignantes du projet en début, lors de la première journée ensemble, une liste d'albums dans lesquels moi, j'avais déjà remarqué des notions grammaticales potentielles. Donc, il y avait déjà un potentiel grammatical sans nécessairement indiquer aux enseignantes du projet quelles étaient ces notions-là. Mais elles sont parties d'un ensemble de livres qui étaient disponibles sur Biblius gratuitement dans leur commission scolaire et qui étaient appropriés pour les cycles de leurs élèves et qui avaient un potentiel grammatical quelconque. Donc, c'est à partir de ces livres-là qu'elles sont allées choisir les livres autour desquels elles allaient tricoter une démarche dans le projet. Mais cette liste-là, est-ce que les... Moi, c'est ça, est-ce qu'elle est disponible? Parce que tantôt, tu as présenté qui a peur de quoi, puis le ABC. Fait que j'ai écrit à Raphaëla, à ma commission scolaire, pour qu'elle les rajoute à notre Biblius, parce que nous, à l'SEB, c'était pas des livres qui étaient sur notre Biblius. Donc, est-ce que cette liste-là est disponible pour qu'on voit qu'est-ce que tu avais regardé de IMSB? Bien, en fait, j'ai établi une liste vraiment longue en collaboration avec Daniel Courchaine, avec qui j'ai travaillé pour le ministère de l'Éducation sur une série de formations pour travailler la grammaire et le vocabulaire primaire, secondaire, FLS et ILS. On attend juste qu'elle soit déposée sur le site du ministère. C'est long, mais ça va être déposé, puis il va en avoir Est-ce quand que même ça une va être sur Constellation? Ça va être comme une liste, ça va être écrit ou ça va être juste des albums? Il va falloir qu'on cherche nous-mêmes dans... Ce sont des albums qui sont tous disponibles sur Constellation, ça c'est sûr. Puis, en fait, je ne sais pas, il faut que je vérifie auprès de la directrice des programmes là, où exactement ça va être déposé. J'ai rendez-vous avec elle dans 2 semaines. Sur Constellation, est-ce qu'on peut faire une recherche comme grammaire, puis là, ça va nous sortir des albums que... Non? Non, non, ça n'a pas été possible d'ajouter ça à la plateforme. Okay. Mais j'aimerais préciser que juste pour dans le fond, il n'y a pas d'activités nécessairement qui sont liées à ces livres. Dans le fond, on a vraiment... Non, mais je veux dire, en ayant la liste des albums, tu sais, comme nous, après, on peut les regarder puis essayer d'imaginer des activités potentielles. Est-ce que l'autre, tu laisser ton courriel, puis je pourrais t'écrire, puis... Oui, puis sinon, c'est sûr que ça va circuler dans les réseaux. Dès que c'est disponible, on diffuse l'information au conseil pédagogique, c'est sûr. Puis après ça, ça devrait péricliter. Mais on a des petites ressources déjà. En tout cas, tu les connais déjà, là, Annie-Claude. Mais déjà, on a des ressources disponibles pour vous. Super, merci beaucoup. Et je vais faire du pouce sur Annie-Claude. On va vous partager certaines ressources, donc des leçons, des séquences un peu clés en main, comme on vous a présenté cet après-midi. Oui, on va terminer avec ça. Oui. Donc, Julie, peut-être déposer le lien.
Donc, vous voyez présentement une page, en fait, c'est la page des activités clés en main de notre site Internet pour le français langue seconde au primaire à la Commission scolaire English Montréal. Oh mon Dieu, je m'excuse. Donc, j'espère qu'il n'y a pas d'urgence. Je suis désolée. Alors, si vous descendez donc, mettez ce lien-là dans vos onglets, dans vos favoris. Alors, si vous descendez, vous allez voir la section grammaire à partir de la littérature jeunesse et qui comporte déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres qui proposent des activités. Je m'excuse. Qui propose des activités. Tout à l'heure, on avait un chien qui était en train de mourir, mais c'était pas chez moi. Puis là, on a quelqu'un qui sonne chez moi. Il n'y a jamais personne qui sonne chez moi, désolée. Donc, vous avez 6 activités qui ont été créées ici, donc par mes collègues conseillères pédagogiques, Marie-Claude Bergeron et puis Sonia Jean. Vous en avez 6, donc Gilles, Monstrerie, Doubachot, Les animaux du Québec. Ça a été un bon défi de travailler un documentaire. Je trouvais que ça manquait, que les enseignants et enseignantes ne travaillaient pas suffisamment les documentaires. Donc, il y a une fiche qui a été proposée ici. Pour travailler le pronom de remplacement, vous avez le verbe avec le livre donné et les phrases avec le livre de Jade Janvier à Denis Décembre. Merci, c'est pas moi qui ai travaillé sur celui-là, donc puis je ne voyais pas le titre. Okay. Donc, vous avez déjà 6 fiches ici qui vous sont proposées. Évidemment, je ne connaissais pas encore, je n'avais pas encore travaillé avec Claude. Oui, je la connaissais déjà, mais je n'avais pas encore travaillé avec Claude. Et les activités qui sont proposées ici ne suivent pas nécessairement la démarche d'observation grammaticale, mais par contre, elles sont toutes axées justement sur l'observation. OK? On ajoutera dans cette section-là ici du site, on ajoutera, je suis vraiment troublée, on ajoutera donc les 2 autres activités qui ont été faites dans le cadre de notre projet, soit ABC, qui porte justement sur le genre des noms, de même que l'autre qui a été présenté juste dans l'atelier précédent, le livre « Qui a peur de quoi ?» qui porte sur la phrase négative. Il y aura également 2 autres séquences qui ont été créées par Claude qui respectent la même démarche et les 2 démarches ont été faites à partir d'un abécédaire qui s'appelle « d'Alex à Zoé ». Et ce qui est vachement intéressant, c'est de constater que ce même livre, donc d'Alex à Zoé, aura permis de créer 2 démarches différentes sur 2 éléments grammaticaux différents, c'est-à-dire un qui porte sur les verbes et l'autre qui porte sur la syntaxe. Alors, ce sera déposé d'ici quelques semaines. On va laisser le temps à Claude de respirer et on va fignoler parce la présentation de ces 4 activités-là parce qu'on ne voulait pas vous remettre un produit qui n'était pas encore impeccable. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Il nous reste 2 minutes. Je vais arrêter le partage d'écran. Oui, ben c'est ça, il restait juste... Oui. OK, je retourne. Seconde. Donc, d'ici à ce que les ressources soient déposées sur le site du ministère du Québec, là, dont je parlais tantôt en réponse à la question d'Annie-Claude, il y a déjà un document PDF qui est disponible sur le site du ministère. Vous aurez l'hyperlien là, en consultant le diaporama qui vous sera partagé dans l'onglet ressources de la plateforme du Congrès. Donc, dans ce document-là, vous avez toutes sortes de pistes pour travailler l'album en classe de FLS ou DILS, dont une annexe sur travailler la grammaire ou bien essayer de voir le potentiel grammatical de livres de littérature jeunesse. Et dans la chronique « Il était une fois de la grammaire » que je coécris avec mon collègue Jaël Thibault depuis 2016 dans la revue Le Pollen, il y a un de nos articles qu'on a soumis qui traite du genre des noms à partir de toutes sortes d'abécédaires. Donc, si ça vous tente d'en savoir plus, vous pouvez consulter ce texte-là. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aussi m'écrire, je vais vous envoyer le texte, c'est tout, pas compliqué. Merci, Claude. Tania? Il a une question. Une question, c'est Tania qui voulait poser une question. Oui. Oui, premièrement, merci pour la belle activité. Je suis juste un peu curieuse parce que moi, j'enseigne au cycle 2, mais j'enseigne
en troisième et en quatrième. Donc, je me demandais, est-ce que vous avez fait un suivi avec d'autres sons, mais d'autres terminaisons pour distinguer le masculin puis le féminin, ou avez-vous utilisé un autre livre pour comme faire un genre de suivi ou enrichir un peu la notion? Sophia, tu veux répondre à cette question? Je cliquais sur le mauvais bouton pour allumer le micro. Non, les essais, comme l'essai a été fait après la semaine de relâche. Moi, depuis ce temps-là, je suis obsédée par les sons, par les terminaisons, puis les déterminants, mais votre question exactement, mais troisième, quatrième, est-ce que vous pourriez redire votre question? C'est parfait pour des troisième, quatrième, si vous êtes dans une classe split. Non, j'étais juste curieuse, premièrement, si vous avez fait la même activité ou une activité semblable avec d'autres terminaisons, ou s'il y avait, par exemple, une suite, comme disons, ça m'arrive souvent d'avoir les mêmes élèves en troisième, puis après ça en quatrième. Donc, je me demandais si vous prévoyez faire la même activité l'année d'après ou la faire avec d'autres terminaisons ou d'autres activités. Là, c'est plus aux organisatrices. Le projet s'arrête là. Je pense il n'y a pas d'autre production qui est prévue. Là. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Mais entre autres, là, Roy Lister, là, qui propose les terminaisons, ce qui propose surtout là, dans son livre sur l'enseignement en immersion française, c'est d'aller piger du côté de l'univers social. Les textes d'univers social, les textes d'histoire particulièrement, là, sont, ou en géographie également. Donc, des termes spécifiques souvent vont être très, très réguliers pour l'assignation du genre des noms. Donc, ça peut être très, très intéressant de juste prendre un moment, OK, on a compris le contenu et tout, puis après ça, tiens, on va en profiter. Avez-vous remarqué le nombre de noms qui se terminent en sion dans ce texte-là? OK, on va juste prendre un petit moment, petite parenthèse, on va aller explorer ça. Mais je dirais, on vous invite à aller créer ces belles séquences-là et à partager avec vos conseillères pédagogiques, puis on s'assurera de les partager avec la collectivité.